Bonjour à tous, alors vous écoutez la correction sur l'activité numéro 6 sur l'émigration européenne au XIXe siècle. Alors il s'agissait de décrire le trajet, l'histoire, le destin de Rosa, une jeune femme qui s'appelle Rosa, et qui choisit l'émigration dans les années 1880. Alors d'abord, il fallait dire de quel pays est originaire Rosa. Il fallait répondre qu'elle est originaire d'Italie, on le voyait dès le premier document ici. Rosa vient d'un petit village près de Milan. Et dans le texte numéro 2, s'intitule Les difficultés en Italie. On apprend pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle choisit de quitter l'Italie. Alors la première phrase est très explicite. Elle dit que le trait le plus saillant, c'est la condition extrêmement misérable d'un grand nombre de travailleurs de la terre. Les habitations sont affreuses, nourriture malsaine, l'eau est putride, les salaires sont dérisoires. Et donc c'est la pauvreté extrême, la misère que Rosa choisit de fuir en quittant son pays. Dans quel pays veut-elle se rendre et pourquoi? Qu'espère-t-elle trouver? Alors elle veut se rendre, c'est écrit ici, aux États-Unis. Elle veut se rendre aux États-Unis parce que ça la fait rêver. Elle a une très bonne image de ce pays. Elle veut trouver une meilleure vie. Elle veut s'enrichir. Elle pense qu'elle va devenir millionnaire. C'est ce qui est écrit ici. Elle pense qu'elle pourrait trouver un travail, avoir un salaire décent, un salaire plus élevé qu'elle n'a actuellement. Enfin, en tout cas, elle veut vivre mieux aux États-Unis. Parce qu'on peut aussi répondre que c'est parce qu'on lui a dit tout cela. Qu'en Amérique, elle ne sera plus pauvre, qu'elle va même devenir intelligente. Et à la fin, il y a aussi l'idée de liberté et d'égalité. C'est-à-dire un pays où tout le monde serait un petit peu libre et serait pas opprimé ou gêné dans sa liberté de mouvement, de faire ce qu'ils veulent. Alors donc, en fait, le sujet là, de cette fiche, c'est la question des campagnes. En fait, le cas de Rosa n'est pas vraiment isolé, pas du tout même. Il y a au XIXe siècle un réel problème dans les campagnes. Donc, ce qui est décrit dans le document 1 pour l'Italie, en fait, se retrouve dans plusieurs pays d'Europe. Et ce problème, majoritairement, c'est une forte croissance démographique. C'est-à-dire que la population, au XIXe siècle, la population européenne, augmente. Il y a une croissance démographique. On estime que la population passe entre 1800 et 1900, donc entre le début et la fin du 19e siècle, de 200 millions à 400 millions environ. C'est-à-dire qu'elle double en fait en un siècle. Ce qui fait que dans beaucoup de campagnes, il y a une certaine surpopulation qui va entraîner le fait qu'il n'y a plus de terre pour tout le monde et qu'il y a plein de gens qui n'arrivent plus à vivre de la terre, qui sont trop pauvres. Qui se retrouvent dans des situations où ils ne peuvent même plus se nourrir correctement. Alors du coup, face à cela, il y a en quelque sorte deux réponses. Alors si on va voir un autre document qui se trouve dans le livre quelques pages avant, ici, vous êtes censé, on peut même aller revoir la carte du début, vous êtes censé vous souvenir que ce qu'on appelle les révolutions industrielles, l'essor industriel, c'est un phénomène urbain. C'est ce qu'on avait vu avec cette carte-là. C'est-à-dire qu'en fait, les usines, elles vont se situer... Alors, il y a deux logiques de localisation. Près des mines de charbon ou d'autres matières premières, celles dont on a besoin, ou alors en ville, près des villes. C'est-à-dire que les usines vont se trouver pas en plein milieu de la campagne, plutôt près des villes ou en ville. Et du coup, les villes vont devenir des endroits qui vont attirer parce qu'elles vont proposer des emplois, et de plus en plus d'emplois. Un essor industriel, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'usines qui ouvrent, parce qu'on extrait de plus en plus de charbon, par exemple, ou parce qu'on doit fabriquer de plus en plus de tissus, de plus en plus de tout ce qu'on fabrique. C'est ça qu'on appelle l'essor industriel, c'est l'augmentation de la production industrielle. Et si on augmente la production, on augmente le nombre d'emplois. Donc les villes attirent des gens. Alors le document que je voulais vous montrer, c'est un document que vous allez comprendre assez rapidement. C'est des chiffres, mais c'est très simple. On a pour 3 pays, Royaume-Uni, Allemagne et France, des espèces de camembert. Alors en 1850 et en 1914, peu importe à la limite les années, ce qui nous intéresse, c'est l'évolution. Alors on a d'abord la population rurale,
pourcentage de population rurale dans chaque pays. Rurale, ça veut dire la population de la campagne. Et de l'autre côté, le côté aussi plus clair, c'est la population urbaine, c'est-à-dire la population des villes. Alors on remarque très rapidement ce qui se passe et c'est très simple à comprendre. La population rurale des campagnes, pour les 3 pays, diminue. C'est-à-dire, par exemple, si on prend pour le Royaume-Uni, le premier en jaune, là, elle passe de 52 à 27%. Donc il y a une diminution de la population des campagnes. Il y a moins de gens qui vivent dans les campagnes, c'est-à-dire qu'ils sont partis, a priori. Et ils sont partis où? En ville. Parce que si on regarde de l'autre côté la population urbaine, elle augmente. Elle passe de 48 à 73%. Ce qui veut dire, en gros, si on caricature, que les campagnes se vident au profit des villes. Et effectivement, le 19e siècle, c'est le siècle de l'urbanisation. C'est le siècle de l'urbanisation. Alors, on a beaucoup de représentations. Là, on a par exemple Paris, qui connaît de grands travaux, qui devient une ville moderne, qui bientôt va même, sur la fin du 19e siècle, grâce à l'apparition de l'électricité, être illuminée. Il y a des grands magasins qui ouvrent. Les rues sont pavées, sont élargies, il y a de nouveaux bâtiments. Alors, un autre élément emblématique, c'est que le 19e siècle, c'est aussi, pour Paris, le siècle de la construction de la Tour Eiffel, par exemple, lors de l'exposition universelle de 1889. Donc, vous voyez, les villes sont embellies et elles deviennent en fait le lieu par excellence de la modernité. En tout cas, c'est cette image-là qu'elles ont. La modernité, l'essor économique, la richesse. Voilà. Donc, elles attirent. Du coup, pour les jeunes femmes ou les jeunes hommes comme Rosa qui meurent de faim dans leur campagne, en quelque sorte, eh bien, la ville apparaît comme une solution. Et c'est une solution qui est envisagée par beaucoup de monde, comme on l'a vu dans les chiffres, mais qui n'est pas la seule possibilité, parce que Rosa, par exemple, elle ne choisit pas d'aller dans la ville la plus proche, elle choisit carrément d'émigrer. Alors l'immigration, c'est aussi un phénomène qui est massif. Au 19e siècle, il n'y a pas que Rosa qui choisit de quitter son pays pour cause de pauvreté. Là, on a une carte qui nous montre l'émigration au 19e siècle. Alors le gros rond orange, là, c'est l'Europe. D'accord? Alors, il y a plusieurs pays qui sont concernés, il n'y a pas que l'Italie. Pendant tout le siècle, au début du siècle, il y a beaucoup l'Irlande, l'Écosse, et puis ensuite, sur la fin du siècle, les Italiens se mettent à émigrer beaucoup, et puis les populations d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est, comme les Polonais, par exemple. Et où ils vont? Majoritairement aux États-Unis. Parce que vous voyez que la flèche qui va vers les États-Unis est plus importante. Les États-Unis, c'est le pays qui a attiré le plus de migrants depuis l'Europe au 19e, 34 millions d'après cette carte. En gros, on estime qu'en tout et pour tout, 12% de la population européenne quitte l'Europe au 19e siècle. Et parmi tous ces émigrants, donc qui quittent l'Europe comme Rosa, la première destination qu'ils choisissent, c'est les États-Unis pour les raisons qu'on a citées avant. L'image de liberté, de richesse, un pays jeune, dynamique, dans lequel on pense être libre, devenir riche, etc. Donc ce phénomène d'immigration, il est généralisé. Il y avait ensuite une question sur les moyens de transport, le trajet qu'elle fait, notre amie Rosa, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, je vais vous projeter la correction, c'est que cette émigration, elle est aussi possible en lien avec des progrès techniques. Alors, il y a 2 étapes dans le trajet de Rosa. D'abord, depuis son village d'Italie, du nord de l'Italie, elle doit aller jusqu'au Havre, qui est en France, qui est une ville portuaire sur la côte atlantique, donc en passant par Paris. Elle prend le train, locomotive à vapeur. Et ensuite, elle va traverser l'Atlantique. L'océan Atlantique, elle le traverse depuis le port du Havre et elle arrive à New York, d'accord? Dans un bateau à vapeur, un paquebot, un navire à vapeur, comme vous voulez. C'est un navire qui avance avec un moteur qui fonctionne à la vapeur. C'est-à-dire que c'est le principe qu'on avait expliqué avec la machine à vapeur, c'est-à-dire qu'on met du charbon comme combustible dans une grande cheminée. Ce charbon brûle et à la combustion permet de créer une vapeur d'eau qui va faire bouger un piston. Et ce piston actionne au choix les roues du train, en gros, ou les hélices du bateau. Voilà. Alors les conditions sont assez mauvaises. Ce sont des navires dans lesquels, si on n'a pas beaucoup d'argent, on prend un billet en 3e classe. Si vous avez vu Titanic, vous savez de quoi il s'agit. Donc c'est vraiment les cabines les moins confortables, c'est tout au fond du bateau, on est très serré, il fait chaud. Alors la traversée, par contre, on explique qu'elle dure 12 jours.
Je vais retourner sur les documents de Rosa. Et en fait, elle dure 12 jours. Ça vous paraît peut-être beaucoup, 12 jours dans un bateau, certes, mais elle est passée de 44 jours à 12 jours grâce au moteur à vapeur. C'est-à-dire que quand on allait avec un voilier, un bateau à voile, donc sans le moteur à vapeur, on mettait 44 jours. Donc en fait, ça s'est grandement réduit. Ce qui fait qu'en fait, ces progrès liés au transport ont aussi favorisé les migrations et les déplacements en général. C'est ce qu'il fallait répondre à la question d'après. Hein. Qu'est-ce qui a permis ces déplacements, ces progrès en termes de transport? Quelles nouveautés ont permis de réduire les temps de trajet? C'est la machine à vapeur qui a permis locomotive à vapeur et bateau à vapeur. En fait, les transports, c'est une vraie révolution dans l'Europe du 19e. Alors, si on regarde la carte là, on se rend compte que, alors ça montre les voies de chemin de fer qui existent en Europe au 19e siècle. En bleu, c'est celles qui sont construites dans la première moitié du 19e et les jaunes, c'est celles qui sont construites dans la deuxième moitié. En gros, quand on arrive en 1880, même 1885, dans les années 1880, les années au cours desquelles Rosa quitte l'Italie ici pour aller à Paris puis au Havre, avant de traverser l'Atlantique en bateau, voilà l'état des voies de chemin de fer en Europe. Bon, on se rend rapidement compte que il y a certaines régions qui en possèdent plus, notamment le Royaume-Uni, qui est vraiment le cœur de la révolution industrielle. Vous vous rappelez, c'est là que c'est apparu, c'est les premières voies de chemin de fer, c'est en Angleterre. Et puis le nord de l'Europe, un peu l'Italie, il y en a qui en ont moins. En Espagne, par exemple, on en voit moins. Mais il y a quand même énormément de lignes, et la plupart des grandes villes sont reliées entre elles. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut aller plus vite, et en plus d'endroits surtout. Et ça, c'est une révolution pour les passagers. Ça a pu permettre à certains de se décider à migrer, par exemple à quitter la campagne pour aller en ville, l'exode rural, hein, ce dont on parlait tout à l'heure, ceux qui quittent les campagnes pour aller vivre en ville et travailler par exemple dans les usines. Le train les rapproche en fait de chez eux, c'est-à-dire que ils sont moins réticents à y aller, sachant que s'ils doivent rentrer dans leur village, je sais pas, une fois, 2 fois par an, peu importe, pour voir la famille, s'ils l'ont laissé, ce sera un voyage qui sera plus rapide, quelques heures peut-être, comparé à plusieurs jours en se déplaçant à cheval. Donc la locomotive, le train, la voie ferrée, tout ça c'est quelque chose qui a grandement marqué et changé les habitudes et les paysages. Alors ça c'est un tableau de Claude Monet, qui est un peintre qui, comme beaucoup d'artistes et de personnes du 19e siècle, était fasciné par ces progrès qui sont allés très très rapidement et qui ont vraiment révolutionné la vision du monde des individus. Parce qu'en fait, les distances restent les mêmes, mais la distance, quand elle est à 3 jours ou à 2 heures, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que l'individu, il ne raisonne pas en termes de kilomètres, à la limite, il raisonne en termes de temps plutôt. Est-ce que je peux y aller? Est-ce que c'est un voyage que je peux faire ou pas en termes de temps? Du coup, ça change toute la vision du monde, ça rétrécit en quelque sorte l'horizon des possibles pour les gens. Alors là, Claude Monet, lui, à la fin du 19e siècle, dans les années 1870, il vit à Paris et il vit pas très loin de la gare Saint-Lazare. Et cette gare qui est représentée là, il va en faire plein de tableaux différents, plein d'esquisses. Et à chaque fois, ce qu'il va montrer, comme ici, là, je ne sais pas si vous avez compris en gros ce qu'il veut nous montrer, c'est pas les individus. Parce que si vous regardez bien, les humains, on ne les voit pas tellement. Il y en a, hein. Ils sont au fond, là, un petit peu dans la fumée, là. Il y en a un là devant, mais alors on ne comprend pas très bien s'il est de dos ou il est de face, d'ailleurs. Mais on ne voit pas son visage. C'est pas lui le sujet du tableau. Le sujet du tableau, c'est vraiment le train, la locomotive, la fumée, qui occupe toute la moitié haute là, du tableau. Alors, c'est aussi une préoccupation artistique, j'imagine, c'est-à-dire que c'est un défi de dessiner, de peindre plutôt cette fumée, les ondulations de cette fumée, mais c'est aussi vraiment la machine, le progrès technique qui est mis en avant, mis en valeur, et on sent le peintre vraiment fasciné, surtout sachant qu'il en a fait plusieurs dizaines même, je crois.
il est vraiment fasciné par ce progrès qui change la vie la vie des Européens, en quelque sorte. Bien. Alors donc ces progrès des transports, c'est aussi un des éléments qui a favorisé une mobilité plus importante des personnes, que ce soit dans leur pays, entre la ville et la campagne, pour l'exode rural, ou carrément dans un autre pays pour l'émigration comme Rosa. Il nous reste ensuite une question qui est là. Quel métier exerce Rosa à son arrivée? Elle devient femme de ménage. Alors là, c'est intéressant parce que vous me direz, tout ça pour ça, elle veut devenir millionnaire, elle veut faire des grandes choses, et puis finalement, on explique qu'elle rejoint son mari dans le Missouri, elle divorce en plus, et ce qui n'est peut-être pas forcément une mauvaise nouvelle d'ailleurs, mais on ne sait pas, mais elle devient femme de ménage à Chicago. Alors, c'est pas effectivement un métier qui doit lui permettre de gagner beaucoup, c'est un métier difficile, mais il faut remettre en contexte avec sa situation au départ, c'est-à-dire la surpopulation dans sa campagne italienne, à côté de Milan, le paupérisme, l'eau putride, la nourriture malsaine, les habitations affreuses. On a au XIXe siècle, dans certains pays d'Europe, comme en Italie ou en Irlande, des paysans, des gens qui meurent de faim. Donc on est vraiment quand même dans une situation qui fait que femme de ménage à Chicago, c'est un sort bien plus enviable. Et Rosa considère certainement qu'elle a bien fait de migrer, et on suppose qu'elle ne regrette pas son choix. Alors cette photo, elle n'a rien à voir avec Rosa, la photo de 1900, qui nous montre Little Italy, qui est un quartier de New York, dans lequel se regroupent les émigrés italiens. Je rappelle qu'on a parlé de 34 millions d'émigrés européens aux États-Unis au cours de tout le 19e siècle. Ce qui veut dire que c'est vraiment des millions de gens de nationalités différentes, mais plusieurs millions d'Italiens, par exemple, qui vont vivre aux États-Unis. Alors, ça veut dire que dans les grandes villes, où ils vont majoritairement, les migrants se dirigent plutôt vers des grandes villes parce qu'ils vont aller dans les pôles où il y a les emplois. Donc, c'est rarement pour aller vivre en pleine campagne. Dans les grandes villes, des quartiers comme celui-ci, des quartiers se forment dans lesquels les immigrants européens se regroupent en nationalité. Donc Little Italy, c'est la petite Italie, c'est-à-dire que c'était un quartier qui était vraisemblablement peuplé quasiment que de migrants italiens. C'est aussi pour ça que aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui sont d'origine italienne. Madonna, par exemple, dont les parents étaient d'origine italienne. Et plein d'autres. Donc des noms à consonance italienne ou d'autres nationalités d'ailleurs. Ainsi, on en conclut de tout ça que en Europe, à cette époque, c'est vraiment de grands bouleversements qui ont lieu. Ces bouleversements, ils peuvent être symbolisés. En fait, on peut résumer le tout à travers les transports. L'apparition de ces deux choses-là, locomotive à vapeur, bateau à vapeur, qui découle de l'invention de la machine à vapeur par Watt à la fin du 18e. C'est en Angleterre que ça se passe au départ. Ces deux nouveautés-là, ces deux-là, elles résument tout. Parce qu'à partir de ça, on va avoir plus de mobilité et on va avoir un brassage, des déplacements, des migrations et une réorganisation de toutes les sociétés européennes. Voilà, pour la suite, je mets sur Pronote un devoir avec des questions auxquelles vous essayez de répondre le plus précisément possible en écrivant le mieux possible, et vous m'envoyez tout ça, que je vois si vous avez tout bien compris sur la